Ça m'avait clairement manqué de détester certains personnages et vous savez très bien de qui je parle. House of the Dragon, saison 2, épisode 2. Vous le savez, pour ces vidéos où je critique les épisodes, il n'y aura que des spoilers, donc si vous n'avez pas vu le deuxième épisode de la saison 2, partez et revenez après, car à partir de maintenant, on va tout spoiler. 3, 2, 1, c'est parti. Je vais rapidement revenir sur l'épisode 1 dont j'ai fait la critique, parce que j'ai vu plein de personnes qui ont lu les livres qui étaient déçues. En lisant vos commentaires, je comprends d'où vient la déception. C'est censé être un moment majeur dans les bouquins, et il a été complètement changé ici. Elena ne fait pas le même choix que dans les livres. Dans les livres, elle se propose elle-même pour mourir, et elle choisit même l'un des enfants qui ne sera pas tué dans les livres. Dans les livres, c'est l'autre qui est tué, donc elle vit avec elle-même qui a dû faire un choix difficile, et l'autre enfant vivant qui a vu sa mère le choisir. Et plein d'autres petits détails comme ça dans le livre, et je comprends que la scène n'était pas aussi choquante, et moi je l'ai dit, la scène n'était pas assez stressante, pas assez de tension, et c'est intéressant parce qu'il y a une scène dans cet épisode-là qui était bien mieux faite et un petit peu similaire, on en parlera à la fin, et je voulais pas de la violence comme beaucoup de personnes l'ont dit. Je comprends qu'à la télé c'est compliqué, même pour ce genre de série, mais le truc c'est que je trouvais ça moins impactant, même avec les bruitages, j'ai trouvé ça moins prenant, j'étais moins investi. C'est tragique ce qui s'est passé, soyons d'accord, mais en tant que spectateur de série, j'étais beaucoup moins dedans qu'une scène qu'on a par exemple aujourd'hui qui marche un petit peu de la même manière. Voilà pour ceux qui sont déçus, je comprends clairement la déception, et j'en profite aussi pour dire que sur Max, ils ont enfin rajouté les sous-titres en anglais, pour ceux qui aiment bien les sous-titres en anglais comme moi. C'est la moindre des choses, mais au moins c'est bon, ils l'ont ajouté. Cet épisode est visiblement le plus long de la saison, et considéré comme le meilleur aussi par beaucoup de personnes, et je comprends pourquoi. Que ce soit avec ce début d'évacuation du château qui a lieu avec la magnifique musique de Ramin Djawadi, l'échelle, l'ampleur de la scène, c'est surtout un épisode qui se concentre sur les personnages avant tout, et c'est là la grande force. Tout le symbole est là, le château qui est évacué, puis Aegon qui frappe littéralement les constructions de son royaume. Ça montre à quel point il est en train de perdre le contrôle, à quel point son royaume est en train de tomber en ruine, et sa soif de vengeance qu'on voit constamment, surtout avec lui qui fait un speech plus ou moins devant une carte du royaume qu'il a envie de posséder. Il y a pas mal de narration visuelle que j'ai trouvé vraiment bien foutue dans cet épisode, parce que même s'il écoute un peu la piste de la trahison et la piste de diabolisation de son ennemi, lui ce qu'il veut c'est du sang. On le voit dans cet épisode, il a visiblement tué ou gravement blessé la personne qui a tué son fils, et a tué tous les attrapeurs de rats dans le doute potentiel que la vraie personne soit bien présente. Cela sans penser aux considérations politiques et l'impact que ça allait avoir, et juste pour accomplir justement ce besoin sanguinaire qu'il a. Parce que même si un enfant décédé peut faire plus que 1000 soldats dans une bataille, lui ça ne l'intéresse pas au final, et c'est là qu'il devient vraiment détestable, c'est qu'il est de moins en moins rationnel, et on le voit depuis le premier épisode, ça sera vraiment l'arc narratif de cette saison, c'est les gens qui perdent le contrôle et laissent leurs émotions les plus violentes et nocives gagner, au point qu'il commence à accuser absolument tout le monde, que ce soit sa femme, que ce soit la garde de nuit. Il cherche un coupable désespérément et il n'y arrive pas, au point de s'effondrer à la fin de l'épisode. Et même s'il est détestable, ce moment était quand même assez beau dans le sens où, bah oui, ça reste quelqu'un qui a perdu son enfant. Que ce soit l'héritier du trône ou pas, qu'il ait réussi à se venger plus ou moins, il a quand même perdu son enfant, et on voit ici justement sa fragilité, et je pense que c'est une très bonne inclusion cette scène, justement par rapport à Alicent qui voit ce moment-là et qui refuse de le manipuler et qui décide de changer un peu la donne différemment. On en parle après. L'acteur a fait un super travail, le personnage a vraiment été bien développé, clairement détestable, mais avec quand même pas mal d'humanité, et en lien direct avec cette saison qui parle de la manipulation du peuple et la manière dont on peut perdre le peuple. D'un côté, ils essaient clairement de diaboliser leur ennemi de guerre, d'où le titre de l'épisode Rhaenyra la Cruelle, ou The Cruel, je sais pas c'est comment en français, et ils ne mentent pas parce que c'est bel et bien le camp de Rhaenyra qui a commis ce meurtre, que ce soit venu d'elle ou pas, c'est son camp, et la guerre est contre son camp aussi avant tout. Mais ils font aussi de fausses promesses pour justement calmer la population qui subit l'inflation et aussi la famine de plus en plus. Et le monde devient de plus en plus autoritaire, que ce soit entre les gens qui commencent à voler pour se nourrir ou tout simplement les gens qui sont exhibés, décédés, pendus ici. Et le fait d'avoir tué des innocents n'aide pas du tout la situation, au contraire, ça a causé beaucoup de dégâts à son image publique. Et une pensée quand même au chien qui était maltraité par son maître, certes, qui se retrouve maintenant tout seul. J'espère vraiment que quelqu'un va l'adopter, vraiment. C'est la montée de la violence, du sang et aussi la perte de la population tout en perdant le contrôle, ça c'est vraiment fort. Et de l'autre côté, on voit le contrôle bien plus maîtrisé. Daemon, qui lui, contrairement aux autres, a une pièce bien plus organisée, bien plus propre, ça montre encore une fois lui aussi sa santé mentale, mais on le voit quand même à un moment assez fragile, tout nu, tout maigre, tout petit, recroquevillé, qui parle à une prostituée, refuse des plaisirs sexuels, car il veut juste être embrassé par quelqu'un et être apprécié par sa famille, ce qui n'est pas vraiment le cas. Et en plus, il parle vraiment du respect, entre guillemets, qu'il a pour le camp opposé, et de sa
tentative de meurtre, qui lui semble comme un coup assez fair-play au final, parce que c'est un peu ce qu'il a fait lui aussi de son côté. Chose qu'il regrette, et c'est intéressant de le voir comme ça, parce qu'il a souvent été montré comme un badass, et là tu le vois vraiment tout petit, recroquevillé et fragile, mais aussi décisif, organisé et ouvert avec ses pensées. Ouvert, certes, une prostituée qui fait un peu la psy, mais il est conscient de ce qu'il pense, ce qui est vraiment important pour les personnages. Mais c'est là que le personnage d'Elena est intéressant, parce que la pauvre n'a même pas le temps de souffrir, de faire son deuil et d'être chagrinée, parce qu'on lui dit ok, t'as un devoir politique, nous devons défiler avec la tête de ton enfant décédé rattaché à son corps. D'ailleurs, je pense que beaucoup de personnes pensaient que son corps allait tomber. Peut-être ils l'ont prévu comme ça, peut-être pas du tout, je n'en sais rien. Peut-être c'est une scène coupée, mais bon, on y pensait tous. Mais on voit à quel point elle est oppressée, parce que certes, elle est au milieu d'un peuple qui la soutient, mais le peuple est tellement agressif et oppressant qu'elle ne ressent pas ce soutien-là, et elle veut être seule. D'ailleurs, c'est l'un des seuls personnages qui est montré dans la lumière pour montrer son innocence avec des petits bruits d'oiseaux comme ça, et ensuite recouverte de noir, et il voit ces particules presque l'agresser. On en parle après parce qu'il y a un parallèle intéressant avec ça, pour ensuite voir la chambre dans laquelle elle a autant grandi, elle et ses enfants, se faire démanteler un peu comme sa famille. Donc c'est un personnage assez tragique parce qu'elle souffre réellement, et tout le monde s'en fiche. L'importance pour les gens là aujourd'hui, c'est juste sa présence politique avant tout, et elle n'a pas le droit de vivre cette souffrance correctement. Mais c'est pour ça que le défilé est important, parce que de une, il est assez grandiose, que ce soit dans les figurants, dans les armures, dans les chevaliers, dans les tenues, dans l'exposition du corps et ces choses-là, mais c'est dans des petites ruelles, c'est pas un grand moment. Ils vont passer à travers vraiment le peuple pour montrer la cruauté des ennemis, et ça montre encore une fois que la foule peut être agressive et que c'est important d'avoir la foule de son côté. Et lorsque tu as de ton côté, ils peuvent te soutenir. Donc j'adore vraiment ce qu'ils font avec cette famille-là, je trouve que c'est vraiment réussi, intelligent. Et puis l'autre côté, on a la fameuse confrontation avec Daemon et Rhaenyra, et c'est ça qui est fort, c'est que Daemon, il veut le pouvoir depuis le début, il trouve tout le monde non légitime, pas d'un point de vue, on va dire, historique, familial ou politique, juste d'un point de vue de la personnalité. Il trouve les autres moins légitimes que lui, car lui, il est prêt à faire couler du sang pour le pouvoir, et d'après lui, un roi doit être fort et dur. Il est clairement jaloux, fait des choix qui sont fondamentalement mauvais pour Rhaenyra, mais en soi bon pour lui, parce que lui, ce qu'il veut, c'est du sang et la guerre. Et si t'es pas d'accord, ça veut dire que t'es plus faible que lui, et t'es pas capable de faire ce qui doit être fait. Mais il ne réfléchit pas, encore une fois, c'est l'émotion, c'est pour ça qu'il a jamais eu le trône, c'est qu'il est trop colérique de une, et il laisse trop ses émotions l'emporter. Et il n'éprouve même pas un vrai soutien à sa femme, lui, ce qu'il veut, c'est le pouvoir, même si tu ressens quand même l'amour entre les deux, et la déception amoureuse surtout de cette trahison, parce que c'est une trahison. Je trouve que c'est quand même très juste la manière dont il a été décrit dans cet épisode-là. Je vais essayer de traduire en français comme ça, mais en gros, il doit dire un truc du style Daemon a une partie sombre comme une sorte de poignard caché ou gainé, ce que je trouve assez intéressant et bien représentatif de lui. C'est pour ça aussi qu'il s'en va, au lieu de réparer son erreur, il veut faire sa propre vie, et on verra quand est-ce qu'il reviendra. Mais super interprétation de Matt Smith pour le coup ici, et encore une fois, à parler avec Aemon, il y en a un qui se met volontairement à poil et dit ce qu'il pense, et l'autre qui se cache derrière son armure et qui n'admet pas la vérité et préfère s'en aller. C'est pour ça que Rhaenyra est intéressante, que ce soit dans cette séquence ou autre, il y a une vraie confrontation. D'ailleurs, encore une fois, on parle de lumière, la lumière sur elle, parce qu'elle règne, parce que c'est elle qui est plus ou moins pure ici, en tout cas dans cette scène. Et justement, lorsqu'elle voit ses enfants jouer, ses petits-enfants, il y a des particules qui ressemblent beaucoup aux particules qu'on a vues tout à l'heure. Encore une fois, un parallèle assez intéressant dressé par rapport aux enfants, et elle voit à quel point elle ne pourrait pas vivre sans ses petits-enfants, chose qu'elle a enlevée indirectement à l'autre famille. C'est aussi pour ça qu'elle refuse que son fils parte. Elle veut plus laisser ses enfants partir. Maintenant, ils vont tous être très proches d'elle. Mais c'est ça qui est intéressant, que ce soit par la lumière ou autre, elle se sent légitime et elle veut faire les choses bien. Certes, elle a envie de vengeance, mais elle a envie que la vengeance soit juste, parce que ce qu'on a fait contre elle est injuste à la base, par rapport à la mort de son enfant, et elle veut que justice soit faite proprement et justement, entre guillemets proprement et justement. Mais c'est ça qui la pousse, c'est le contrôle, et elle met ses émotions de côté. Même lorsqu'elle montre de la compassion pour Mysaria, la prostituée, elle montre une vraie compassion féminine, ce qui est intéressant, mais elle est aussi cachée un peu de la lumière. C'est aussi l'un des moments où elle montre le plus d'émotions et perd un petit peu le contrôle, parce qu'en vrai, la laisser partir aurait pu être très grave, mais c'est récompensé parce que Mysaria prouve qu'elle est un atout et justement sauve un petit peu la situation. Et c'est là qu'il y a une scène intéressante, très belle scène d'ailleurs, filmée j'imagine en extérieur, qui est magnifique, de cette scène d'entraînement à l'arbalète, où justement on voit l'arbalète qui sera sûrement réutilisée plus tard, mais on voit surtout un discours intéressant sur des enfants qui sont plus trop à leur place parce qu'ils sont un petit peu abandonnés et infantilisés, parce que justement maintenant la situation est grave et entre guillemets c'est pour les adultes, mais surtout il parle de l'histoire et de l'héritage familial et à quel point ça donne de la légitimité et à quel point c'est important pour eux. Chose que reprend Otto juste après, parce qu'il essaie d'être vraiment juste dans ce qu'il fait et d'avoir les bonnes méthodes et les bonnes solutions pour gagner, mais évidemment tout est jeté à la poubelle avec ce qui se passe et il n'est plus la main du roi, mais il rappelle tout de même à tout le monde que Viserys n'aurait jamais fait ça et qu'il est presque déçu que son fils soit aussi mauvais. Encore une fois, il met en question la légitimité de son enfant, il le traite d'ailleurs de petit chaton, il l'infantilise à fond et considère le choix de Cole comme catastrophique. Et il a raison. Parce que Cole, il a échoué dans sa mission parce qu'il n'était pas au bon endroit au bon moment et il veut l'absolution, terme religieux assez intéressant, et cette absolution, il l'aura comme tous les gens qui n'ont pas le contrôle par la violence. Il va violenter sa garde en train de critiquer tout le monde pour
pourquoi t'étais pas à ton poste, pourquoi t'as pas fait ton travail, pourquoi est-ce que t'as pas sauvé l'enfant. Et lorsqu'on lui rétorque pourquoi toi tu l'as pas fait, il décide d'envoyer quelqu'un sur une mission suicide et qui tourne très mal. Et il le savait que ça allait mal tourner, hein. Mais il essaie de se rattraper par rapport à ce qu'il a fait. Et c'est là qu'il devient insupportable parce qu'il va agir que par la violence et il va devenir encore plus incompétent parce qu'être la main du roi n'est pas un poste qui lui convient. Soyons honnêtes, il n'a ni les compétences ni la solidité pour. Il réutilise de nouveau des mots misogynes par rapport à Rhaenyra. Il appelle bitch cette fois-ci. Dans la saison 1 ou même avant, je crois, il l'appelait cunt ou des trucs comme ça. Il la déteste clairement. Et on va assister à un désastre assez fou, mais j'aimerais quand même souligner la présence de beaucoup de personnes dans beaucoup de scènes qui quittent la discussion lorsqu'une discussion importante a lieu, mais c'est sûrement ce qu'on pourrait considérer comme des espions. En tout cas, le fait de les poser là et montrer à chaque fois que les personnages sont bien entourés, je trouve ça assez génial, assez intelligent, parce qu'après, lorsque des gens comme Larys, qu'on aurait pu penser voir en tant que main, découvrent des choses qui étaient dites en privé, tu comprends d'où elles viennent. Mais Alicent est présente, essaie de faire son deuil de la meilleure manière possible, même si c'est difficile, et surtout va comprendre comment manipuler la main du roi par le sexe ici. On le voit, et c'est ce que je disais par rapport au précédent épisode, elle va commencer à manipuler les gens comme ça. Il pourra plus manipuler Aegon, c'est sûr, mais au moins Cole, qui a un pouvoir politique important aujourd'hui, sera facilement manipulable. Et c'est là que la scène d'action finale est intéressante et meilleure que celle de l'épisode précédent d'après moi. Elle est stressante car il y a un enjeu énorme. Tu veux sauver l'un de tes personnages préférés et en plus de ça, les jumeaux, c'est des personnages qui sont vraiment appréciés, surtout le jumeau côté Rhaenyra, donc s'il se passe quelque chose de mauvais, tu te sentirais assez triste. D'un autre côté, il ne peut pas se faire attraper, donc il doit se cacher de une, mais uniquement se cacher de son autre jumeau. Il peut faire semblant avec les autres. Donc il y a une situation de stress où chaque interaction pourrait être la dernière. Là où la semaine dernière, c'est vrai que chacune des interactions, vu que c'était des attrapeurs de rats, ils passaient un peu comme des gens invisibles. Là, c'est pas le cas du tout. Il essaie de trouver un plan et tu vois qu'il improvise au fur et à mesure, même s'il esquive de nombreuses fois son frère. Et sans l'intervention de Mysaria, peut-être son frère n'aurait jamais découvert qu'il était là. En tout cas, c'est sous-entendu que Mysaria a dit la vérité. Sinon, son frère ne serait jamais venu comme ça d'un coup dans la pièce. Le fait d'avoir enlevé le casque, évidemment, c'est logique, mais c'est du génie pour le spectateur parce que du coup, tu perds un peu aussi le contrôle sur qui est dans la scène et tu sais plus qui est qui, et ça c'est top. Et le fait que ce soit des jumeaux, c'est vraiment réussi. Tellement qu'à la fin, même s'il y a une blessure sur quelqu'un, t'as quand même le doute de qui s'est pris la blessure et qui meurt à la fin. Bon, les deux meurent, mais c'est une scène réussie, émouvante, qui aurait pu clairement mal tourner. Super bien filmé, pour le coup, angoissante, stressante et émouvante parce que tu t'étais attaché à ces personnages-là, deux frères qui se disent adieu, chacun pour leur camp, on va dire, mais qui décident de partir ensemble tout de même. Pour conclure, c'est que c'est un bon épisode, je trouve vraiment bon, avec les différents arcs narratifs, la manière dont ça met en place les enjeux politiques et quand même pas mal d'actions assez réussies et de stress. Aujourd'hui, les deux familles sont brisées, contrôlées rarement par des gens compétents et surtout par des gens qui laissent leurs émotions diriger. Et c'est là que va avoir lieu la grosse confrontation, hein. L'émotion contre l'envie de sang et de vengeance. En plus, il y a des gens qui essaient de manipuler le pouvoir à droite et à gauche. Beaucoup de silence dans les plans, dans les regards, et les acteurs ont super bien joué. Surtout d'après moi, Emma Darcy, elle est absolument fantastique, donc je suis très content de cet épisode, c'était génial. Dites-moi ce que vous en avez pensé, avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.